Le déjeuner dominical avait commencé assez normalement. Mes 2 enfants, Léa et Lucas, étaient assis à côté de moi à la longue table en acajou dans la maison de mes parents. C'était la même table où 3 générations s'étaient réunies depuis des décennies. La famille au sens large remplissait la salle à manger, comme d'habitude. 14 personnes s'entassaient autour de la table, recouverte de sa nappe en lin blanc et de ses couverts formels. Les oncles et tantes occupaient les chaises les plus proches de mes parents. Les cousins étaient dispersés tout au long de la table par ordre d'âge et d'importance perçue. Ma sœur Juliette était assise juste en face de moi, ses ongles parfaitement manucurés tapotant contre son verre de vin, une habitude qu'elle avait prise chaque fois qu'elle se sentait supérieure à propos de quelque chose. Le lustre en cristal au-dessus de nos têtes jetait une lumière chaude sur la scène, illuminant la porcelaine de Limoges sur laquelle ma mère insistait, même pour les repas de famille. Tout devait respirer la réussite, même lorsque cette réussite reposait sur des secrets et des apparences soigneusement entretenues. Léa, ma fille de 7 ans, avait fait tomber sa fourchette en voulant attraper son verre d'eau. Elle a cliqueté contre l'assiette en porcelaine, le son tranchant dans un silence momentané de la conversation. Un petit accident, à peine perceptible dans le brouhaha habituel du déjeuner. Mais la tête de ma mère s'est tournée brusquement vers nous, comme un prédateur qui venait de repérer sa proie, ses yeux se plissant avec cette expression familière de désapprobation que j'avais appris à si bien connaître. « Tu n'arrives pas à les tenir ?» demanda-t-elle, sa voix coupant court au bavardage. J'ai ramassé la fourchette et l'ai rendue à Léa. C'était un accident. Tout est un accident avec tes enfants, ajouta Juliette en levant les yeux au ciel. La semaine dernière, ils couraient dans le couloir. La semaine d'avant, ils riaient trop fort pendant le club de lecture de maman. L'oncle Thomas gloussa du bout de la table. Les enfants resteront toujours des enfants, mais il y a des limites. Mon père restait silencieux, concentré sur la découpe de son rôti de bœuf. J'ai remarqué sa mâchoire se crisper, mais il n'a rien dit. J'ai été patiente, continua ma mère, posant ses couverts en argent avec une précision délibérée, mais ma générosité a des limites. Ça fait maintenant 3 ans que tu vis ici. L'idée flottait dans l'air. Plusieurs membres de la famille échangèrent des regards. Je pense qu'il est temps de discuter de ta contribution à ce foyer, dit-elle. 2 000 € par mois me semble raisonnable. Ou peut-être préférerais-tu trouver ton propre appartement. Tante Patricia hocha la tête en signe d'approbation. Très juste, Marguerite. Très juste en effet. Juliette sourit. Peut-être que ça lui apprendra le sens des responsabilités. Certaines d'entre nous n'ont pas eu besoin de retourner vivre chez leurs parents à la trentaine. Je pris une lente inspiration en regardant mes enfants. Lucas, qui n'a que 5 ans, avait complètement arrêté de manger. Il me regardait avec des yeux inquiets. La petite main de Léa trouva la mienne sous la table. Les enfants sont de toute façon trop bruyants, ajouta ma mère. Ils détruisent ma tranquillité. Soit tu paies, soit tu pars. Autour de la table, les têtes acquiesçaient. L'oncle Thomas, tante Patricia, Juliette, et même le cousin David, qui parlait rarement. Un front unifamilial, d'accord sur le fait que j'avais abusé de leur hospitalité, que j'étais un fardeau, et que mes enfants étaient une nuisance. Les jointures de mon père étaient blanches autour de son couteau et de sa fourchette, mais il ne disait toujours rien. J'ai attrapé mon téléphone et ouvert mon application bancaire. Les proches continuaient de murmurer, discutant déjà du montant du loyer que je devrais payer, si 2 000 € étaient suffisants, si je pouvais même me le permettre. Moment intéressant pour révéler qui paie votre crédit immobilier, dis-je doucement. La conversation cessa net. Le sourire confiant de ma mère vacilla, puis s'évanouit complètement. Qu'est-ce que tu as dit ? La voix de mon père était à peine un murmure. Ne fais pas ça. Mais j'en avais assez de me taire, assez d'être traité comme un cas social devant mes enfants, assez de les voir apprendre que la famille signifiait humiliation et amour conditionnel. J'ai tourné l'écran de mon téléphone vers ma mère. J'ai dit, moment intéressant pour discuter de loyer, étant donné que ça fait 4 ans que je paie votre crédit immobilier. Le silence était absolu. Juliette se pencha en avant. C'est ridicule. Pourquoi ferais-tu ça ? Parce que papa me l'a demandé, l'interrompis-je en regardant mon père.
Son visage était devenu pâle et il avait posé ses couverts avec des mains tremblantes. Il y a 4 ans, en octobre, quand l'entreprise familiale a fait faillite. Quand tous les clients professionnels se sont retirés le même mois. Quand vous avez dû hypothéquer la maison pour couvrir les dettes impayées et les salaires, en essayant de garder tout le monde jusqu'à la fin. Quand vous étiez à 3 mois de la saisie immobilière et que la banque envoyait les derniers avis. Je me souvenais encore de cet appel téléphonique. La voix de papa, brisée, alors qu'il m'expliquait la situation. Comment tout ce qu'il avait construit en 30 ans s'était effondré en moins de 6 mois. Comment maman ne connaissait pas toute l'étendue du désastre financier. Comment il avait besoin d'aide mais ne supportait pas de demander à quelqu'un d'autre dans la famille. La main de ma mère trembla légèrement alors qu'elle attrapait son verre d'eau, manquant de le renverser. C'est nous n'avons jamais rien dit à personne. J'ai fait défiler mon historique bancaire. 5 800 €. Chaque mois, sans exception, pendant 48 mois. Ça fait 278 400 € que j'ai payé pour garder ce toit au-dessus de vos têtes. La bouche de tante Patricia s'ouvrit et se referma sans un son. Tu mens, dit Juliette, mais sa voix manquait de conviction. Je me suis levée, j'ai fait le tour de la table et j'ai placé mon téléphone devant ma mère. Transaction après transaction, toutes libellées de la même manière, virement immobilier 123 rue des Tilleuls. Son adresse. L'oncle Thomas s'éclaircit la gorge. Marguerite, est-ce que c'est vrai? Ma mère semblait incapable de former des mots. Elle fixait l'écran, son doigt faisant défiler lentement la liste interminable des paiements. Nous allions tout dire à tout le monde, dit enfin mon père, la voix rauque. Une fois que nous serions remis sur pied. Une fois que l'entreprise se serait redressée. Ça fait 4 ans, dis-je. L'entreprise ne s'est pas redressée. Tu l'as vendue il y a 2 ans. Je le sais parce que tu m'as appelé en pleurant à ce sujet, papa. Et je t'ai dit de ne pas t'inquiéter pour les mensualités de la maison, que je m'en occupais. Le visage de Juliette avait perdu toute sa suffisance, remplacé par une horreur naissante alors qu'elle réalisait les implications. Mais comment as-tu pu te le permettre? Tu disais que tu avais des difficultés. Tu disais que c'était pour ça que tu étais revenu à la maison. Tu m'as laissé croire que tu avais besoin d'aide. Que tu joignais à peine les 2 bouts. Je suis revenu parce que papa me l'a demandé, expliquai-je, ma voix stable malgré l'émotion qui montait dans ma poitrine. Il y a 3 ans, juste après l'opération de maman, les complications, la longue période de convalescence. Il pensait qu'elle avait besoin de sa famille autour d'elle pendant ces mois difficiles. Il pensait que les enfants lui remonteraient le moral, lui donneraient quelque chose de positif sur quoi se concentrer pendant sa guérison. J'avais un appartement parfait de l'autre côté de la ville, un 3 pièces près de l'école des enfants, un quartier où ils avaient des amis. Nous étions heureux là-bas. Le souvenir de cet appartement me semblait lointain maintenant, comme une vie que j'avais vécue dans un autre monde. Un endroit où mes enfants pouvaient être bruyants, désordonnés et joyeux sans qu'on leur rappelle constamment qu'ils dérangeaient. Je suis retournée à ma place et j'ai passé un bras autour de Lucas, qui avait commencé à pleurer silencieusement. Léa serra ma main plus fort. J'ai abandonné mon appartement, j'ai fait déménager mes enfants dans une maison où ils seraient critiqués pour chaque bruit qu'ils faisaient, chaque moment de joie enfantine, parce que la famille avait besoin de moi. Ma mère a finalement retrouvé sa voix. Nous ne savions pas que nous pensions que le travail de consultant de ton père couvrait le crédit. Mon travail de consultant couvre les courses, admit papa à voix basse. Et encore, à peine. Le crédit, les impôts fonciers, l'assurance c'est elle qui paie tout depuis des années. Le cousin David recula sa chaise de la table. J'ai besoin de prendre l'air. Reste assis, lui lança tante Patricia, avant de se tourner vers moi. Pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi nous laisser penser que tu profitais de la situation? Parce que papa m'a demandé de ne pas le faire, dis-je simplement. Parce qu'il avait honte que l'entreprise familiale, celle que son père a fondée il y a 60 ans, se soit effondrée sous sa direction. Parce qu'il ne voulait pas que les gens sachent à quel point les choses avaient mal tourné, à quel point vous aviez tous failli perdre cette maison. Ce symbole de réussite et de stabilité familiale.
Parce qu'il pensait que la famille est censée s'entraider discrètement, sans en faire tout un plat, sans exiger de reconnaissance ou de gratitude. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Je m'étais tue pour protéger sa fierté, et ce faisant, j'avais permis à mes enfants et à moi-même de devenir les cibles du jugement et des critiques de la famille. J'ai regardé chaque visage autour de la table, observant leurs expressions. La suffisance s'était complètement évaporée, remplacée par diverses combinaisons de choc, de honte, d'embarras, et dans certains cas, une colère naissante d'avoir été tenu dans l'ignorance d'une chose si importante. L'oncle Thomas semblait trahi. Tante Patricia paraissait incapable d'assimiler l'information. Le cousin David avait la tête entre les mains. Mais c'en est fini de me taire quand mes enfants sont insultés dans la maison que je finance, continuai-je. Fini d'être traité comme un fardeau alors que je suis la seule raison pour laquelle il y a encore une maison de famille où se réunir. Le verre de vin de Juliette était oublié. Toutes ces fois où j'ai fait des commentaires sur le fait que tu ne contribuais pas, maman, est-ce que tu savais ? Je pensais, la voix de ma mère était tremblante maintenant. Je pensais que nous nous en sortions. Ton père disait qu'il maîtrisait la situation. Il maîtrisait la situation, dis-je, croisant le regard de mon père à travers la table. Parce qu'il m'a demandé de l'aide et je la lui ai donnée. Sans poser de questions, sans conditions, sans exiger de gratitude ou de reconnaissance. Juste de l'aide, discrète et constante, parce que c'est ce que je croyais que la famille faisait. C'est ce qu'on m'a appris à croire que la famille signifiait. Les yeux de mon père étaient humides maintenant. Des larmes qu'il était trop fier pour laisser couler devant tout le monde. L'oncle Thomas se leva brusquement, sa chaise raclant le parquet. C'est une sacrée révélation, Marguerite. Édouard, je pense que nous devrions peut-être vous laisser un peu d'intimité pour régler ça. Non, dit sèchement ma mère, sa voix se brisant légèrement. Tout le monde reste. Ils m'ont tous entendu humilier ma fille à cette table. Ils ont tous hoché la tête quand je lui ai demandé de payer un loyer ou de partir. Ils peuvent tous rester assis ici et entendre la vérité sur qui a vraiment soutenu cette famille. Elle se tourna vers moi, et pour la première fois en 3 ans, je vis une véritable émotion dans ses yeux. Pas la froide déception à laquelle je m'étais habituée, mais quelque chose de brut. Peut-être de la honte. Ou du regret. Je ne savais pas, dit-elle. Je jure que je ne savais pas. Est-ce que ça aurait changé quelque chose, demandai-je. Si tu avais su que je payais le crédit, aurais-tu traité mes enfants différemment ? M'aurais-tu traité différemment ? Elle ne put répondre. Mon père s'éclaircit la gorge. J'aurais dû le lui dire. Le dire à tout le monde. Mais j'avais honte. L'entreprise que mon père a bâtie, celle que j'ai menée à la ruine, la maison presque perdue, devoir demander à ma fille de nous sauver. Je ne pouvais pas l'affronter. Alors, à la place, tu m'as laissé l'affronter, dis-je. Tu m'as laissé, moi et mes enfants, être le cas social de la famille pendant que je maintenais discrètement tout le monde à l'abri. Tante Patricia posa sa serviette. Marguerite, je pense que je dois des excuses à ta fille. Nous lui en devons tous. Des excuses ne changent pas le compte en banque, marmonna Juliette, puis elle se reprit. Je suis désolée. C'était je suis désolée. Mon téléphone vibra. Un SMS de ma banque. Le virement automatique mensuel venait d'être effectué. 5800 € débités, pile à l'heure. J'ai montré la notification à ma mère. Voilà la mensualité de ce mois-ci. Dû le 15, payé le 10, comme toujours, comme les 48 derniers mois. Elle ferma les yeux. Je suis tellement désolée. Vraiment, demandai-je. Désolée que j'ai payé le crédit ou désolée que tout le monde l'ait découvert ? Les deux, admit-elle. Et désolée de t'avoir fait sentir mal à l'aise dans une maison que tu sauves de la saisie. Désolée d'avoir critiqué tes magnifiques enfants qui n'ont rien fait de mal à paraître des enfants. Désolée d'avoir été si aveugle. Lucas tira sur ma manche. On peut y aller maintenant, maman ? J'ai regardé le visage de mon fils taché de larmes, l'expression confuse de Léa, la table remplie de parents qui me voyaient soudainement d'un œil très différent. Oui, mon cœur, dis-je. On peut y aller.
Je me suis levée et j'ai aidé mes enfants à descendre de leur chaise. Autour de la table, personne ne bougea pour nous arrêter. « Attends, dit mon père. S'il te plaît, parlons-en. Nous pourrons parler, acquiesçai-je. Demain. Quand les enfants ne seront pas là pour voir leur famille imploser. » Ma mère tendit la main alors que je passais devant sa chaise. Sa main attrapa la mienne. J'ai été cruelle. Impardonnablement cruelle. S'il te plaît, n'emmène pas les enfants. Tu m'as demandé de payer un loyer ou de partir, lui rappelai-je doucement. Alors, je pars. Je continuerai de payer le crédit parce que j'ai promis à papa que je le ferai, et je tiens mes promesses. Mais mes enfants et moi allons trouver un endroit où ils pourront rire sans être critiqués, un endroit où ils pourront faire tomber une fourchette sans être jugés. Juliette se leva. Je t'aiderai à faire tes cartons. C'est la moindre des choses que je puisse faire. Pas la peine, dis-je. Je regarde des appartements depuis 2 mois. Depuis la dernière fois que Léa s'est fait gronder pour avoir chanté. J'ai déjà trouvé quelque chose. Nous pouvons emménager le week-end prochain. L'oncle Thomas prit la parole. Si tu as besoin d'aide pour le déménagement, j'ai une camionnette. Merci, dis-je. Je te tiendrai au courant. J'ai guidé mes enfants vers la porte. Derrière nous, la table du déjeuner gisait en plein chaos. La nourriture refroidissait, le vin n'était pas touché, une famille confrontée à des vérités qu'elle avait réussi à ignorer pendant des années. Sur le seuil, je m'arrêtai et me retournai. Pour information, je n'ai jamais voulu de reconnaissance, jamais voulu de gratitude. Je voulais juste que mes enfants se sentent les bienvenus dans la maison de leurs grands-parents. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Ma mère pleurait maintenant, silencieusement. Son sang-froid parfait finalement brisé. Nous les avons laissés là, mes enfants et moi, marchant vers ma voiture dans l'air frais du soir. Léa est montée sur son rehausseur, Lucas dans son siège auto. Je les ai attachés tous les deux et leur ai embrassé le front. On a fait une bêtise, demanda Lucas. Non, mon chéri, le rassurai-je. On n'a fait aucune bêtise. Tout va très bien se passer. Et pour la première fois en 3 ans, j'y croyais. Mon téléphone a sonné avant que je puisse démarrer la voiture. Le numéro de mon père. Je l'ai laissé basculer sur la messagerie vocale. Puis le numéro de ma mère. Messagerie vocale également. Puis celui de Juliette. J'ai mis le téléphone en silencieux et j'ai conduit à travers les rues calmes. Mes enfants commençaient déjà à se détendre sur la banquette arrière, leur tension antérieure s'estompant. Le paiement du crédit serait validé demain. La maison familiale resterait en sécurité pour 1 mois de plus. Et mes enfants apprendraient que parfois, la chose la plus courageuse à faire est de s'éloigner des gens qui ne vous apprécient pas à votre juste valeur, même quand ces gens sont votre famille. Surtout quand ces gens sont votre famille. Parce qu'une vraie famille n'exige pas de loyer de la personne qui a sur leur toit. Une vraie famille ne critique pas les enfants pour être des enfants. Une vraie famille ne confond pas le silence avec la faiblesse, ni l'humilité avec la dépendance. Et mes enfants méritaient d'apprendre à quoi ressemblait une vraie famille.